Concours commun d'entrée en première année de l'ENSAM. Exercice 1, mécanique. On se propose via ce problème d'étudier le mouvement du système mécanique représenté ci-contre. Figure 1. Constitué de deux poulies, P à deux gorges, deux rayons R1 et R2, et de moment d'inertie G delta par rapport à l'axe, delta passant par le centre, deux corps sphériques S1 et S2 de masse M1 et M2, attachés à la poulie par des fils 1 et 2, inextensibles et sans masse, un fil de torsion de constante C attaché à la poulie. On note X1, X2, θ, le déplacement de S1, S2 et P, c'est-à-dire la poulie, respectivement par rapport à leur position d'équilibre. On suppose que la position d'équilibre de la poulie correspondant à θe égale à 0 et que les frottements sont négligeables. On écarte le corps S1 de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance qui vaut R1 et on le lâche sans vitesse initiale. L'instant initial t égale à 0 correspondant au passage de S1 par sa position d'équilibre pour la première fois. On donne G, elle est égale à 10 mètres par seconde carré. Donc la question 31, à l'équilibre mécanique du système, montrer que, c'est-à-dire M2, R2 à quoi est égal, ou bien M1, R1 à quoi est égal. Et ici, il faut trouver l'équation différentielle régie par θ. Donc, à l'équilibre, on a θ égale à 0, ou bien θe égale à 0. Donc, le moment du fil de torsion, il est nul. À l'équilibre, il est nul. À l'équilibre, la somme des moments des forces de pesanteur par rapport à l'axe de la poulie, il est nul. Par rapport à l'axe de la poulie, ici, c'est-à-dire les moments des forces de pesanteur, c'est-à-dire P1 et P2. Donc, le corps S2, il tire vers le bas, ce qu'on appelle le bras de l'évier, avec R2 ici. Et S1, il tire dans ce sens. Donc, θ1, elle est liée au corps S1. S1 a un poids P. Donc, on projette le P sur cet axe et sur cet axe. Ce qui nous intéresse, c'est cet axe ici. On aura donc T1, elle est égale à, puisque T1 avec mg sinus alpha. C'est-à-dire que T1, elle est égale à mg sinus alpha. Donc ici, on voit que le système, il tourne dans ce sens. Et que la somme du moment est égale à 0. C'est-à-dire que T2 fois R2 moins T1 fois R1, elle est égale à 0. C'est-à-dire que T2 fois R2 et T2, elle est égale à M2G. Ici, c'est tout simplement ici, il y a un poids P2 qui est égal à M2G. Et ici, puisque la rotation se fait dans ce sens, donc ça c'est moins T1 R1. Et T1, elle est égale à mg sinus alpha. Donc on aura donc ceci, la somme égale à 0, c'est-à-dire que M2G R2, elle est égale à M1G R1 sinus alpha. On simplifie par G, on trouve que M2 R2 elle est égale à M1 R1 sinus alpha. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 32, on applique la deuxième loi de Newton, ou bien le théorème de l'énergie cinétique, ou bien le moment d'inertie. Donc, vous avez le choix. Donc, on a le moment d'inertie équivalent, qui est égal au moment d'inertie des poulies, M1
et M2. Et le moment ici donné par le moment d'inertie G delta par rapport à son axe horizontal. Donc, on a G équivalent, c'est cette équation. Comment on le trouve? Si tout simplement on applique le théorème de Huygens, c'est-à-dire que G équivalent il est égal à G delta plus la masse fois R1 au carré, puisqu'on a deux poulies, donc on prendra ici ça s'écrit la somme de I égale à 1 jusqu'au N de MI RI. Puisqu'on a deux poulies, tout simplement on va écrire M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré. Et on a le moment de rappel, c'est-à-dire le moment de torsion, c'est moins 7 états. Donc le moment équivalent, c'est-à-dire moins 7 états, elle est égale à J équivalent fois θ seconde. Donc on remplace ici, on va trouver cette équation différentielle régie par le paramètre θ. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La question 33, la période d'oscillation du système A. Et la question 34, le déplacement x2 du corps S2 au cours de son mouvement A. C'est toujours, on parle de ce croquis ici. Donc l'équation différentielle, c'est celle qu'on a trouvée avant. Donc ça, c'est la pulsation au carré. Donc, oméga 0 au carré, elle est égale à C sur cette expression ici. C'est-à-dire l'inverse, c'est égal à ça. Donc, on va enlever le carré, donc c'est un racine. Et on sait que T0, c'est 2 pi sur oméga 0, donc on va trouver cette expression ici. Donc la réponse, c'est B. Pour la question 34, d'après l'énoncé, le corps S1 est écarté de sa position d'équilibre d'une distance R. Cette R, c'est tout simplement R1. Enfin, on va la remplacer par R1. Puisqu'ici, il nous a dit ça, ici. C'est ça. On écarte le corps S1 de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance qui vaut R1. Maintenant, je vais l'appeler R, puis R est égal à R1. Le corps S1 est écarté de sa position d'équilibre d'une distance R vers le bas et lâché sans vitesse initiale. Si l'on prend T égale à 0, au moment de lâcher, les conditions initiales sont donc x1 au point 0, c'est R, écart maximal, et x point, c'est-à-dire la dérivée c'est 0. Donc pour x1, la solution générale de l'équation, c'est cette. Donc cette équation a pour solution θ de t est égal à a cosinus oméga 0 plus b sinus oméga 0 t. Donc la dérivée, c'est cette expression-là. Donc comme x1 il est égal à R1 θ, donc θ au point 0, il est égal à R1 sur R1, et θ point 0 est égal à 0. Donc c'est-à-dire que θ 0 est égal à un A qui est égal à R sur R1. Et θ point 0, elle est égale. Lorsqu'on va dériver ici, on va remplacer par 0, on va trouver que B oméga 0 est égal à 0. C'est-à-dire que B est égal à 0. Donc si B est égal à 0, donc ce terme il s'en va, elle reste tout simplement, elle se disparaît, elle reste tout simplement ce terme ici qui est égal à R sur R1 cosinus oméga 0 t.
Donc c'est ça, θ. Donc x2, elle est égale à R2, θ. Donc on va remplacer θ par son expression. Et vu que R, elle est égale à R1, donc on va simplifier et elle reste simplement R2 cosinus de oméga 0 avec oméga 0 est égal à 2 pi sur T0. D'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 35, en doublant la longueur du fil de torsion, L, on obtient la période T est égale à racine de 2 T0. La constante de torsion est proportionnelle à. Cette fois-ci, on double le diamètre du fil de torsion, D, et on obtient une période T qui est égale à T0 sur 4. La constante de torsion est proportionnelle à. Donc, on a une fameuse équation, c'est-à-dire que C elle est proportionnelle à D à la puissance 4 sur L. Donc, si on double le L, L est égal à 2L, on aura C', elle est égale à C sur 2. Et vu que T0, la période T0 est égale à 2 pi sur oméga 0, avec C, elle est égale à cette expression. C'est-à-dire, au lieu de oméga 0, on a un T qui est égal à oméga 0 prime. Donc T, il est égal à ce terme qui est constante sur C'. Et C', il est égal à C sur 2. Donc une fois on remplace ici, on va trouver que T, il est égal à racine de 2 T0. C'est-à-dire, on va trouver cette expression ici. Donc, puisque cette expression, elle est valable, donc en doublant le L, alors C reste inversement proportionnel à la longueur L, car C est inversement proportionnel à L. Donc, C' reste inversement proportionnel à la longueur L. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Maintenant, on va prendre toujours cette équation ici, et on va essayer de doubler le D. Donc, si on double le D, alors on aura C' est égal à 16 fois C. Donc, de la même manière, on a ici un C, on a un C'. C', on va le remplacer avec 16C. On va trouver que ceci est égal à 1 quart qui multiplie la période propre T0, c'est-à-dire égal à T0 sur 4. Donc, c'est compatible avec les données. D'où, puisque C elle est proportionnelle à D4, alors C', elle reste proportionnelle à D4 malgré qu'on a doublé le diamètre. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse
À un instant pris comme nouvelle origine du temps, le corps S2 se détache du fil 2 sans vitesse initiale et traverse en chute une distance grand H est égal à 20 cm dans l'air avant d'arriver à un fluide où il subit une force de frottement visqueux. F est égal à bêta V à la puissance 2 tiers. On néglige l'effet de la poussée d'Archimède. Donc la question 37, la vitesse du corps S2 lorsqu'il arrive juste à la surface de fluide. Et la question 38, l'unité de coefficient bêta. Donc la vitesse à la surface du fluide. Donc la chute, il est libre sans vitesse initiale. Donc avec H est égal à 20 cm, avec H égale à 0,2 mètres. Donc par application du théorème de l'énergie cinétique, alors delta EC est égal au travail de P, c'est-à-dire 1 demi mv au carré est égal à mg fois H. Donc V est égal à 2GH racine, donc elle est égale à 2 mètres par seconde. Il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Ici, c'est tout simplement, on a F qui en newton est égal à bêta et le V est en mètres par seconde. C'est-à-dire qu'on a bêta est égal à F sur V à la puissance 2 tiers. Donc c'est N sur mètre seconde à la puissance 2 tiers. C'est-à-dire ça c'est le newton, ça c'est puisque 2 tiers, lorsqu'il va se trouver au numérateur, ce sera égal à moins 2 tiers. C'est-à-dire on a inversé le mètre par seconde. C'est seconde sur mètre. 2 à la puissance 3. Donc il faut cocher la réponse D. La question 39, l'expression de la vitesse limite VL de S2 dans le fluide. Et la question 40, en doublant le rayon du corps S2, on obtient une vitesse limite 8 fois plus grande que celle obtenue précédemment. Le coefficient de frottement visqueux bêta est alors proportionnel à. Donc la vitesse limite VL de S2 dans le fluide. À la vitesse limite, le poids est équilibré par la force de frottement visqueux. Donc la poussée d'Archimède, elle est négligeable. Donc on a M de G, elle est égale à F qui est égal à bêta, V limite à la puissance 2 tiers. C'est-à-dire que V limite à la puissance 2 tiers, elle est égale à M de G sur bêta. En enlevant ça à la puissance 3 demi, alors on aura V de L, elle est égale à M2 sur G bêta, le tout à la puissance 3 demi, donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 40. Donc, proportionnalité de bêta avec le rayon R. Pour une sphère, alors la masse est égale à 4 tiers PR3. Donc on a R' est égal à 2R, parce qu'on a doublé le rayon. Donc M', elle est égale à 4 tiers PR'3. R', on va la remplacer par 2R. Ceci nous donne que M', elle est égal à 8M. Donc on a un nouveau vitesse limite, ça c'est nouveau. VL nouveau, qui est égal à 8VL, ça c'est l'énoncé. Donc, VL nouveau, qui est égal à M'G sur bêta nouvelle, 3 sur 2, elle est égale, donc on a remplacé M' par 8M, on aura cette expression ici. Et ceci est égal à 8 fois VL. FVL, elle est, d'après ce qui précède, VL, elle est égale à
cette expression ici. Donc, on aura donc 8 sur Bn, parce que on va simplifier avec le M et le G ici. Il reste 8, 1 sur bêta, 3 à la puissance 2. Donc, c'est tout simplement, et ici on a ça, il est égal à ça, c'est-à-dire qu'on va trouver le bêta nouvelle. Donc, il est égal à cette expression ici. Donc, tout ce calcul fait nous donne que bêta de n, elle est égale à 2 bêta. Et puisque bêta, elle est proportionnelle à R, donc bêta prime, il est encore proportionnel à R. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Exercice 2 de mécanique. Une bille métallique de masse M est assujettée à se déplacer sur un contour constitué d'une partie horizontale AB et d'une partie sous forme d'un quart de cercle BD et de centre C. On suppose que le mouvement sur la partie circulaire s'effectue sans frottement, tandis qu'il s'effectue avec frottement sur la partie horizontale. La bille est lancée au point A avec une vitesse VA. Donc L, elle est égale à 2R. Ça, c'est R. La question 41, on applique le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse de la bille au point D. La question 42, cette fois-ci, on communique à la bille une vitesse VA qui est égale à racine de 5 VA minimale. Avec VA minimale, sa vitesse minimale au point A. Pour qu'il s'arrête au point D, on néglige les frottements de l'air, la hauteur que peut atteindre la bille par rapport au plan horizontal contenant le segment AB. Donc voici le schéma, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et D. Donc delta E7 égale au travail de poids plus le travail de la force de frottement. C'est-à-dire ici on a 1 demi 1 VD au carré moins 1 demi 1 VA au carré, c'est-à-dire 1 demi 1 facteur de VD au carré moins V de A, le travail de P et le travail de la force de frottement. Donc le travail de P c'est parce que le travail de A à B c'est 0. Puisque P elle est perpendiculaire au déplacement. Ça, c'est au niveau entre B et D. Entre B et D, c'est égal à moins mgr. Et la force de frottement, c'est moins F fois L. Avec L, elle est égale à 2R. Donc, on a cette écriture ici. On va remplacer le L par 2R. Alors on trouve que V de D, elle est égale à cette expression ici. Donc la réponse, c'est la réponse C. La hauteur maximale atteinte, donc pour VA minimale, c'est-à-dire la vitesse minimale qu'il faut attribuer à la bille pour qu'elle s'arrête au point D.
Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique entre A et D, on a cette expression ici. Donc, maintenant, c'est-à-dire que on va trouver à quoi est égal VA minimal. Donc, on a 1 demi 1 VD au carré moins V au carré A minimal, elle est égale à, même expression ici, avec L est égale à 2R. Lorsqu'elle arrive en D, elle s'annule, puisqu'elle va s'arrêter. Donc, on va tirer VA minimal au carré est égal à cette expression ici. Et on a VA est égal à racine de 5 VA minimal. Donc, il faut multiplier ça par racine de 5. Alors, on aura donc VA, elle est égale à racine de 5 VA minimal. C'est-à-dire que VA au carré est égal à 5 VA au carré minimal, qui est égal à cette expression ici. Donc, après D, il y a conservation de l'énergie, parce que les frottements sont négligeables dans l'air. Donc, on aura 1 demi 1 VA au carré égale mg fois H total fois 2FR. Donc, on aura 1 demi 1 VA au carré, toujours la vitesse au point DC0, est égale à mgh total qui multiplie FL avec L est égal à 2R. Donc, on va remplacer ici. On aura cette expression ici est égale à celle-là. Donc, il faut qu'on trouve H total. Donc, H total, on trouve qu'il est égal à cette expression ici. Et cette expression ici ne figure pas parmi les solutions proposées ici. Donc, la réponse, c'est la réponse E. L'exercice 3, qui porte sur l'électricité. On considère le montage ci-contre, la figure 3, constitué de générateurs de tension idéal E, c'est-à-dire la force électromotrice est égale à 10 volts. Un interrupteur K qui bascule entre la position 1 et 2. 4 résistances R, 3 R et un R0. Une bobine LR, 2 condensateurs déchargés de capacité C1 et C2. On donne pi au carré est égal à 10. Okay? Donc voici le croquis de l'exercice. Donc la première partie, K est sur la position 1. K est sur la position 1. C'est-à-dire qu'il va y avoir une charge des 2 condensateurs. Donc lorsque le K est dans la position 1, l'équation différentielle, vérifie la tension U d'indice C, tel que D de UC sur DT plus UC sur tau est égal à alpha. Donc, quelle est la valeur de tau et de alpha?
Donc, le cas, l'interrupteur est sur la position 1. Donc la tension ici, c'est cette tension-là. Donc, on a ici deux résistances en parallèle. Donc, on a 1 sur R équivalent égal à 1 sur R plus 1 sur R, c'est-à-dire égal à 1 sur 2R. Autrement dit, R équivalent égal à R sur 2. Et on a C1 et C2 sont en parallèle. Donc, le parallélisme des condensateurs, c'est la série des résistances. C'est-à-dire que C équivalent égal à la somme des C1 et de C2. Donc, R équivalent de circuit ici, c'est R équivalent ici plus 7R ici. C'est-à-dire c'est 3R sur 2. Donc la constante du temps, c'est taux est égal à R équivalent fois C équivalent. Donc R équivalent, c'est cette valeur, et C équivalent, c'est cette valeur. Donc taux est égal à cette expression ici. On a le U, la tension, c'est UC plus UR, qui est égal à E. Et on a I, il est égal à dQ sur dt. Et Q est égal à C équivalent UC, d'où I, il est égal à D de C équivalent UC sur dt est égal à cette expression ici. Donc UR, qui est égal à R équivalent fois I, on va remplacer le I par cette expression ici. Et on aura donc UC plus le RI, après remplacement du I par sa valeur, on a cette équation ici. C'est-à-dire que DUC sur DT, elle est égale à 1 sur R équivalent C équivalent UC, qui est égal à E sur R équivalent CE. Donc par comparaison avec cette écriture ici, alors E sur taux, elle est égale à cette expression ici. C'est-à-dire E sur taux, qui est égal à alpha. Donc alpha, elle est égale à E sur R qui équivalent C équivalent. Avec C équivalent, c'est C1 plus C2. Donc, d'où taux il est égal à cette expression et alpha est égal à cette expression. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc maintenant, la tension au bord des condensateurs est donnée par UC de T égale E facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Le courant électrique I1 de T circule dans le condensateur 1 est donné en fonction de la tension UC par l'expression suivante. Donc I1 de T est égal à A moins B UC de T. Donc ça c'est les données. Donc la question c'est que il faut trouver le couple A et B. La question 45, pour une constante de temps qui vaut taux est égal à 1 milliseconde d'une part et une énergie électrique stockée dans le condensateur 2 qui vaut 3 fois celle stockée dans le condensateur 1 en régime permanent, d'autre part les capacités C1 et C2 des deux condensateurs en microfarad. Donc le couple AB, on a I1 de T égale à C1 DUC sur DT. Et on a UC de T égale à cette expression ici. C'est-à-dire on va dériver, on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins T sur taux, elle est égale à 1 moins UC de T sur E. C'est-à-dire que I1 de T,
il est égal à C1E sur tau facteur de 1 moins UC de T sur E, qui est égal à C1E sur tau moins, puisqu'on va enlever les parenthèses, moins C1 sur tau UC de T, qui est égal à A moins B UC de T. Et avec tau, il est égal à cette expression ici, d'où A, il est égal à cette expression ici, et B est égal à cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 45. Donc on veut trouver les capacités C1 et C2. On a taux est égal à 1 milliseconde et on a le travail est égal à 3 fois le travail 1. Donc le travail 2 est égal à 3 fois, qui veut 3 fois celle stockée dans le condensateur 1. C'est-à-dire l'énergie stockée dans 2 est égale à 3 fois l'énergie stockée dans le condensateur 1. Donc c'est-à-dire qu'en régime permanent, on a ici, puisqu'ils sont en parallèle, donc on a la tension au borne de C1, c'est la même tension au borne de C2. Donc, l'expression de l'énergie stockée dans le condensateur 1, c'est 1 demi C1 E au carré. Et celle stockée dans le condensateur 2, c'est 1 demi C2 au carré. Avec oméga 2 est égal à 3 fois oméga 1, c'est-à-dire que C2 est égal à 3 C1. Et on a taux est égal à cette expression ici, donc on peut remplacer C2 par 3C et trouver C1. Une fois on trouve C1, alors on va la multiplier par 3 pour trouver C2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. La question 46, les charges Q1 à l'infini et Q2 à l'infini en microcoulomb de deux condensateurs en régime permanent. La question 47, c'est toujours, il faut trouver ce qu'on appelle l'énergie totale. Donc, on a Q1, elle est égale à C1 fois E. On connaît C1 et on connaît E, donc est égal à 16,7 microcoulombs. Et Q2 est égal à C2 fois E est égal à 50 microcoulombs, donc il faut cocher la réponse A. L'énergie totale, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur C1 plus l'énergie emmagasinée dans le condensateur C2, qui est égal à 1 demi Q1 au carré sur C1 plus Q2 au carré sur C2. Donc on a les valeurs de Q1, on a celles de C1 et de C2, donc tout ce calcul fait, donc c'est facile. On va trouver qu'elle est égale à cette expression ici en joules. Donc il faut le convertir en millijoules. On va trouver qu'elle est égale à peu près à 0,34 millijoules. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
Donc la question 48. Donc maintenant, le K est sur la position 2. Donc on a changé la position de K. Donc K, elle va se mettre en position 2. C'est-à-dire qu'il y a des charges des condensateurs dans la bobine et dans la résistance R0. Donc à un instant T, c'est-à-dire qu'il est plus grande que tau, pris comme nouvelle origine du temps, le commutateur est basculé vers la position 2. L'équation différentielle vérifiée par UC de T est à cette allure ici. Donc, trouver le couple alpha 0 et alpha 1. Donc, voici le croquis. Maintenant, ça c'est toujours la tension U. Et maintenant, c'est-à-dire que la tension, elle part de ce côté ici. C'est pas de ce côté ici. Donc, il y a une décharge. Donc, on a un I. I, c'est égal à IR ici. Puisque ça, elle est en ciré avec ça. Et lorsqu'elle va arriver ici, elle va se subdiviser en une tension qui passe par la bobine et une tension qui passe par la résistance R0. Donc, c'est toujours, on a C équivalent puisqu'ils sont parallèles, c'est égal à C1 plus C2. Et on a la résistance ici, c'est R sur 2. Et on a cette équation ici. Donc ça, cette équation, elle est donnée par l'hypothèse. Donc, en appliquant la loi de Kirchhoff dans cette position ici. Donc, le courant qui sort ici, c'est le courant IR. Donc, on a ici le U, elle est égale à UC plus UR. UR, elle est égale à R équivalent fois IR. Donc, IR, elle est égale à UR sur R équivalent. Or, UR, elle est égale à U moins UC. Sur R sur 2, ça c'est R équivalent. Donc, est égal à 2 facteurs de U moins UC sur R. Donc, d'où U, il est égal à UC plus R sur 2 I. Donc, le IR, c'est I. Donc, pour le condensateur, on a I, il est égal à C équivalent DUC sur DT. Puisqu'ils sont ici en série. C'est la même I. Le courant qui traverse ici, c'est le courant qui traverse ici. Donc, I, il est égal à C équivalent DUC sur DT. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va dériver I par rapport à T, on a C équivalent D au carré UC sur DT au carré. Donc ça, c'est le courant dans cette branche ici. Ce courant, c'est lui qui va entrer dans cette partie-là, puisque le K, il est en position 2. Donc, on a U, le U, la tension ici, c'est la tension au borne de LR et au borne de R0. Donc, au borne de L et R, la bobine U elle est égale à L DIL sur DT plus la résistance interne fois I0. Et pour la résistance R0, elle est égale à R0 fois I0. C'est-à-dire que I0, elle est égale à U sur R0. Donc le courant qui va entrer ici, le I, si est égal à IL plus I0. Donc, on a cette expression. Donc, on va remplacer I0 par son expression. On a cette expression-là, puis on va dériver IL par rapport à T. Donc, D de IL sur DT, c'est D de I sur DT, moins 1 sur R0, D de U sur DT. DIL sur DT, on va le remplacer par cette expression ici. Et le R, puisqu'il est égal à, puisque U il est égal à L, DIL sur DT plus RIL, donc on a IL et on a DIL sur DT. Donc DIL sur DT, on va le remplacer ici.
Et le IL, on va le remplacer par son expression ici. Donc on aura cette expression ici. Après réarrangement des termes en U, on va trouver cette expression ici. Donc ce qu'on veut, c'est la tension au borne de condensateur. Donc il faut se débarrasser de U. Donc il faut la remplacer par son expression ici. Donc du sur dt, c'est duc sur dt plus r sur 2 di sur dt. Donc maintenant on a tous les termes, on peut la remplacer ici. Et après, on va essayer de égaliser les deux termes. C'est du calcul, tout simplement c'est du calcul. Donc on va trouver que ceci c'est vraiment parce qu'il ne faut pas être prudent, il faut essayer de réarranger les termes par précaution et vous trouvez cette expression ici en comparaison avec celle-là. Vous trouvez que alpha 0 elle est égale à ce terme et que alpha 1 elle est égale à ce terme ici. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc ça demande beaucoup de vigilance. Il faut écrire chaque équation parce qu'il y a tout simplement remplacement d'une écriture par une autre jusqu'à ce que trouver une équation tout simplement où il n'y a que les UC avec les termes. Et en regroupant, on va égaliser avec cette équation donnée par l'hypothèse et vous trouvez la solution.
On se place dans le cas où le régime est pseudo-périodique et que R et R sont négligeables devant R0. R0, elle tend vers plus l'infini, elle est très grande. La question 49, en supposant que la période vaut approximativement celle du régime périodique, c'est-à-dire T0 est égal à 2 millisecondes, la valeur de l'inductance de la bobine. La question 50, sachant que le temps caractéristique de la décroissance temporelle de la tension UC et taux est égal à 0,57 millisecondes, donc la résistance interne de la bobine, c'est-à-dire petit r. Donc l'inductance L, on sait que T est à peu près égal à T0. Le régime, elle est pseudo-périodique. Donc, d'après la question 48, on a trouvé cette expression ici. Maintenant, on a R0, elle est plus grande. C'est R et R. R, petit r et grand R, ils sont négligeables devant R0. R0, elle est plus grande. C'est-à-dire, cette équation ici, elle se transforme en celle-là. C'est-à-dire que 1 sur R0 est égal à l'infini. Donc, ces termes, elles disparaissent. Elle reste cette expression ici. Puisque R et R sont négligeables, donc ce terme-là, à peu près, est égal à 0. Donc, on aura tout simplement cette équation ici. Donc, ça, la pulsation, c'est L facteur de C1 plus C2. Et, c'est-à-dire que T, à peu près, est égal à T0. C'est-à-dire, on a assimilé cette équation à celle-là. Donc, c'est-à-dire que c'est égal à 2 pi racine de L fois C équivalent. Et C équivalent, c'est 6,67. D'où L, elle est égale à cette expression ici, qui est égale à 15 millihenry. La question 50. Donc, la résistance R de la bobine. On a taux, elle est égale à 0,57 et on a L. D'où R, elle est égale à L sur taux, à peu près est égal à 2,5 ohms. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La troisième partie, le régime et le forcé. Donc, on a ces deux figures ici. Le circuit représenté sur la figure 4, constitué par les éléments précédemment utilisés en plus d'une boîte à caractériser comportant un condensateur de capacité C0 et une résistance R0 montée en série et alimentée par un générateur à basse fréquence idéal GBF. De fréquence ajustable N. Les courbes correspondant aux tensions UR et UT visualisées via un oscilloscope numérique sont représentées sur la figure 5. Donc, la question 51, la capacité de la bobine C0. La question 52, la résistance de la bobine R0. La question 53, donc en doublant la fréquence de générateur, c'est-à-dire N est égal à 2N0, la phase de la tension U de T par rapport au courant devient. Ça, c'est égal à 0,5.
Donc ça c'est 0,5 millisecondes, en millisecondes. Donc c'est-à-dire 0,5 10 moins 3 secondes. Et elle est égale à peu près à, puisque le régime est forcé, donc à peu près est égal à la période propre. Donc T à peu près est égal à T0 est égal à 2 pi racine de LC total. D'où C total, elle est égale à cette expression ici. Donc 1 sur C total est égal à 1 sur C équivalent plus 1 sur C0. Donc, puisqu'ils sont montés ici en série, la boîte est en série avec les deux condensateurs. Les deux condensateurs sont en parallèle, donc elles donnent C équivalent, et avec celle de la boîte, elles sont en série. Donc, 1 sur C total est égal à 1 sur C équivalent plus 1 sur C0 est égal à 1 sur 4,17. C'est-à-dire que 1 sur C0, elle est égale à cette expression-là moins celle-là. Donc, elle est égale à 2,26. Et par suite, C0, c'est l'inverse, c'est égal à 0,45 microfarad. La résistance R0. Donc on a, ici on va intervenir ce qu'on appelle l'impédance. L'impédance c'est la résistance équivalente plus R0. Il y a un R, et il y a le R0, et il y a le R équivalent. Donc Z est égal à R équivalent plus R0, qui est égal à R total. Donc Z sur R équivalent, elle est égale à U sur U max. Donc Z, elle est égale à R équivalent, qui multiplie U sur U max. Donc R équivalent, c'est R sur 2. Et U, ici, il est égal à 4. Maximal, c'est 4. Sur U max, U max, c'est 2,4 ici. Ça, c'est 2,4. Donc, tout calcul fait, nous donne 83,33 ohms. Donc, ça, c'est R équivalent. Donc, maintenant, on va la remplacer ici. On va trouver que le R0, puisqu'on connaît le R, on connaît tout ça, donc le R0 est à peu près égal à 30,8 ohms. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc parce que le régime est forcé, c'est pour cela en faisant intervenir ce qu'on appelle l'impédance, qui est égale à R total. La question 53, en faisant doubler la fréquence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc on a 1,0 qui est égal à 1 sur la période, donc c'est 4000 Hz. On a la pulsation ici de Pn qui est égal à 2 pi fois 4000 est égal à 8000 pi radians par seconde. Le circuit devient moins capacitif. Donc c'est-à-dire que la phase, elle va diminuer. Donc on a tangente de phi prime, elle est égale à L oméga moins 1 sur L oméga sur R total. Donc ça, c'est tout simplement des calculs. On remplace le oméga, on remplace le L, on remplace le R total. On va trouver qu'à peu près est égal à 3,4. S'il est égal à 3,4, donc phi prime, c'est arc tangente de ceci, il va donner 1,283 radians. Donc sans passer par Z. Tout simplement, ça, ce sont des significations qui vous permettre tout simplement de comprendre qu'il s'agit de la notion complexe. Parce que le régime est forcé. Mais ça, vous le connaissez ici. Si vous avez la capacité avec la bobine
et la résistance, c'est-à-dire le circuit RLC, vous connaissez l'expression de tangente de phi', donc par la construction de Fresnel. Donc ceci va donner F', c'est-à-dire la phase, elle est à peu près égale à 1,283 radians. Donc il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste. L'exercice 4 sur le nucléaire. En général, le sodium radioactif, sodium Na, ayant pour Z égale à 11 et pour A égale à 24, est utilisé comme traceur dans certaines installations industrielles afin de mesurer le débit d'un fluide ou de détecter des fuites dans des conduites. Est un noyau radioactif de type bêta-, qui se transforme en magnésium dans un état excité Mg excité 12-24 en émettant un électron, c'est-à-dire ça c'est bêta-, et un antineutrino électronique, ça c'est ce qu'on appelle un antineutrino, selon la réaction nucléaire. Donc et ça ce sont les données. Donc l'énergie moyenne de liaison par nucléon, c'est-à-dire en MeV par nucléon du sodium. Le nombre initial du noyau radioactif du sodium de masse molaire 24 grammes par mol, contenu dans un échantillon de 0,8 microgrammes. La question 56, l'énergie libérée par cet échantillon. La question 57, la figure 6 représente l'activité radioactive de cet échantillon en fonction du temps, le temps de demi-vie du sodium vaut. La question 58, la durée en jours nécessaire pour que 98% des noyaux radioactifs initiaux de sodium se soient désintégrés.
Donc la question 54, donc l'énergie de liaison par nucléon de sodium 11,24. Donc on a le nombre de protons c'est 11 et le nombre de neutrons c'est 24 moins 11 est égal à 13 neutrons. Donc le défaut de masse c'est delta M est égal à 11 fois la masse du proton plus, c'est-à-dire A moins Z, c'est-à-dire N fois la masse de neutrons moins la masse de sodium. Donc ceci, donc on a la masse du proton, ce sont les données, ça c'est donné et ça c'est donné. Donc ceci, elle est égale à 0,21086 U. Donc pour la convertir en MeV, il faut multiplier par 931,5. On va trouver que ceci est à peu près égal à 196,416 MeV. Donc par nucléon, c'est-à-dire il faut diviser par 24. On va trouver que à peu près est égal à 8,184 MeV par nucléon. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc le nombre initial du noyau, c'est tout simplement, on connaît ça, c'est-à-dire que le N est égal à N0 sur Na et elle est égal à la masse sur la masse molaire. D'où on a cette expression ici. Donc le N sur le nombre de moles, on l'a remplacé par la masse sur la masse molaire. Donc ce calcul fait donne à peu près 2, 10 à la puissance 16 noyaux. Donc il faut cocher la réponse B. Donc l'énergie, c'est la masse de Na moins la masse de Mg fois C au carré. Donc ça, on va le trouver que ceci est égal à 4,434 MeV. Donc l'énergie totale, c'est N0 fois Q. À peu près est égal à 8,89 10 à la puissance 16 MeV. Donc il faut la convertir en joules. Pour cela, il faut la multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 19. On va trouver qu'elle est à peu près égale à 14,22 joules. Donc il faut cocher la réponse D. La question 57, le temps de demi-vie, T1 demi. Donc tout simplement, on va prendre, donc on sait que T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Et lambda, elle est égale à ln de l'activité 0 moins ln de l'activité A sur T. Ça c'est à l'instant 0, c'est à l'instant T. Sur T, c'est-à-dire égal à T ln de 2 sur ln de A0 moins ln de A. Donc on va prendre deux points. Donc ça c'est T, T, et on a ln de 2. Donc, c'est-à-dire que on a ln de 2, c'est 0,693. Et on a, ici, on a pris deux points. On a pris ce point-là, ça c'est A0, ça c'est un A donné ici. Ça c'est 26,27 moins 26,04. Donc, donc ici c'est 5 moins 0 sur 5 moins 0. Donc on a les valeurs, donc on a 26 moins, on a 26,27 moins 26,04. Donc ça c'est 0 moins 5. Donc on a 6,5 ici. Donc la période, et donc le temps ici 6,5. Donc on a ici, donc
Ici, ça c'est ln de A0, c'est 26,27. Et ça c'est ln de A, 26,04. Et le temps écoulé, c'est 5 heures. Donc, T1 demi est égal à 5 fois 0,7 sur cette expression ici qui est à peu près égal à 15 heures. Donc le T1 demi est à peu près égal à 15 heures. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc 98% désintégré. Donc il reste 2%. On a donc l'activité à l'instant t est égale à l'activité à l'instant t0, l'exponentielle du moins lambda t. Donc ln de ce terme-là est égal à ln de ce terme-là est égal à moins lambda t. Donc ln de 2, ça c'est 2%, c'est 2 sur 100 est égal à moins lambda t. Donc ça c'est ln de, puisque ça c'est ln de 1 sur 100 sur 2, c'est-à-dire ln de 50. Donc ln de 50, c'est-à-dire que moins ln de 50 est égal à moins lambda de t, c'est-à-dire que ln de 50 est égal à lambda de t. Donc ln de 50, elle est égale à lambda, elle est égale à ln de 2 sur t1 demi, qui multiplie t. D'où t, elle est égale à t1 demi ln de 50 sur ln de 2. Donc tout calcul fait nous donne t est égal à 84,67 heures. En jours, il faut diviser par 24, on trouve à peu près égal à 3,528 jours. Il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.
La question 59. On pratique le noyau fils Mg qui est radioactif se disexcite en émettant deux photons gamma 1 et gamma 2 qui ont des énergies d'environ 1,37 MeV et 2,75 MeV, ce qui le rend particulièrement utile comme traceur radioactif dans les applications industrielles. À titre d'exemple, le sodium 24 est injecté dans une conduite de rayon 8 cm sur laquelle sont montés deux détecteurs nucléaires D1 et D2 placés à 400 mètres l'un de l'autre. Ces derniers signalent respectivement un maximum d'activité aux instants T1 et T2. Les longueurs d'onde en PM, c'est-à-dire PM c'est 10-12 mètres, correspondant au photon gamma 1, gamma 2. Et le débit volumique du fluide, c'est-à-dire on note là dV qui est égal à V fois la surface. Donc, on sait que l'ombre est égale à C sur E. Donc, pour gamma 1, l'énergie, c'est 1,37 MeV. Il faut la convertir en joules. Et on va la remplacer ici. Donc, lambda 1, elle est égale à H, c'est la constante de Planck, que multiplie la vitesse de la lumière sur l'expression ici. On va trouver qu'elle est égale à peu près à 0,906 10-12, c'est-à-dire égal à 0,905 PM. Pour gamma 2, c'est la même chose. Il faut la convertir en joules, puis faire la division. On va trouver qu'elle est égale à 0,451 PM. Donc il faut cocher la réponse E. La dernière question, le débit volumique. On a D égale à 400 mètres. On a delta T, c'est-à-dire la différence de temps entre les deux temps 10h36 et 10h32 qui est égal à 4 minutes, c'est-à-dire 240 secondes. On a V, la vitesse, c'est D sur delta T, donc est égal à 5 sur 3. On a le rayon est égal à 0,08 mètres, donc la surface c'est pi fois r carré, est égal à 0,0201 mètres carré. Donc le débit c'est dV est égal à la surface. Donc le volume à 5 sur 3 et la surface est égale à 0,0201. Donc le débit il est égal à 0,0335 mètres cubes par seconde. Donc il faut la convertir en litres par seconde. Donc on va trouver que ceci elle est à peu près égal à 33,5 litres par seconde. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.